J'avais 16 ans, l'âge de la princesse de Clèves, lorsque j'ai découvert son roman éponyme. Je le relirai sûrement plus tard, quand j'aurai plus de maturité sentimentale, quand j'estimerai pouvoir porter sur l'histoire un regard nouveau par lequel je me laisserai surprendre. Dans cette vidéo, je tiens à exprimer mon avis, ainsi qu'à vous dire ce que j'aurais aimé savoir avant d'entamer La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Les premières pages du roman ne sont peut-être pas les plus représentatives. En effet, nous avons ici une description de la cour itinérante d'Henri II, ce qui met le lecteur sur la piste du roman historique. Ce chef-d'œuvre est néanmoins beaucoup plus que cela. Je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Dis-moi, est-ce que tu comprends bien ce que tu dis là? Pas tellement, non. La princesse de Clèves est le troisième roman publié anonymement par Madame de Lafayette. Il date de 1678. L'histoire se déroule en France à la cour des Valois, au cours d'une année. Elle commence à l'automne de 1558. Il s'agit d'un roman d'apprentissage et d'analyse psychologique classique à influences diverses, notamment baroque, avec des histoires en arrière-plan telles que celle du duc de Guise, et précieuse avec des scènes souvent considérées invraisemblables. La cour est fréquentée par les Valois, par les de Guise, par les Bourbons, par la famille de Clèves ainsi que par la famille de Chartres. Une vision générale de l'organisation de cette société peut se révéler utile lors de la lecture des récits enchâssés. Nous nous centrerons désormais sur les protagonistes. Mademoiselle de Chartres, future princesse de Clèves, est le personnage principal du roman. Il s'agit d'une héroïne jeune et inexpérimentée. Sa morale janséniste lui est transmise par sa mère, Madame de Chartres, qui lui proportionne une éducation atypique pour l'époque, étant donné que, contrairement aux autres parents, elle ne lui dérobe aucun malheur en ce qui concerne les liaisons en dehors des engagements, la galanterie ou la perte de la vertu, qualité morale qui se doit d'être chère à toute honnête femme. La prédestination, le pessimisme et la punition de l'excès contribuent à la manifestation du jansénisme dans l'histoire. Depuis le début du roman que la princesse semble vouée à la tragédie. En effet, son apparition à la cour est justifiée par l'ambition de sa mère de la marier à un bon parti. Mademoiselle de Chartres épouse donc le prince de Clèves, qui semble réunir toutes les qualités requises. Elle n'éprouve néanmoins envers lui que moins de répugnance qu'envers un autre. Monsieur de Clèves n'était point heureux en m'épousant. Il est vrai qu'il ne touchait ni mon inclination ni mon cœur, et que sa présence ne me donnait ni de plaisir ni de trouble. Madame de Chartres, quant à elle, n'hésite point à lui donner un mari qu'elle ne put aimer. Peu de temps après, lors du bal du mariage de Claude de France et du duc de Lorraine, la princesse de Clèves tombe amoureuse du duc de Nemours. L'homme le mieux fait. Il s'agit d'un coup de foudre réciproque, mais surtout d'une passion dangereuse qui anticipe le dénouement. Nous pouvons considérer la dauphine un des personnages principaux, étant donné qu'elle constitue une espèce d'interface entre la princesse de Clèves et la cour, soit entre deux morales qui s'opposent, la première valorisant la sincérité et la deuxième ne se privant d'aucune dissimulation. La princesse de Clèves est un roman qu'il faut apprendre à apprécier. Fuyant à la rigidité des formes fixes, il offre au lecteur une expérience unique entre tradition et modernité. L'arrivée de Mademoiselle de Chartres à la cour est marquée par une tournure similaire à celle du conte. Les personnages sont idéalisés et dotés d'une beauté extrême, au point d'être indescriptibles et même inimaginables. La forêt apparaît comme un lieu magique qui conduit à l'idéal. Cette atmosphère est d'ailleurs ce qui permet au duc de Nemours de se perdre et d'aller jusqu'à Coulommiers,
où se trouve la princesse, envers qui il éprouve une passion croissante qu'à peine est-il capable de dissimuler. La tragédie classique est présente à travers les indices de renoncement qui parcourent le roman, notamment avec la mort du prince de Clèves, qui permet à la princesse de se considérer victime de sa destinée. La fin de l'histoire appelle encore l'hagiographie, puisque la vie de la princesse, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertus inimitables. Le mélange de genres prend tout son sens dans ce roman et peut difficilement déplaire au lecteur. J'ai été surprise par le style de Madame de Lafayette et sa capacité à raconter les subtilités. La scène de la réécriture de la lettre, qui proportionne la rencontre de la princesse de Clèves et du duc de Nemours dans un contexte particulier, ils commettent un acte mensonger, et la scène du pavillon, plonge le lecteur dans une atmosphère de plaisir, dans un contexte d'effraction et d'immoralité. L'alternance de points de vue est captivante et accorde au lecteur la place privilégiée de témoin et de voyeur. Ce roman propose encore un questionnement sur la notion de liberté. La princesse est-elle libre de ses choix ou victime de la société de son temps? Cette problématique peut traverser les siècles et nous parvenir dans une formulation plus générale. Les individus sont-ils vraiment libres? La princesse de Clèves peut être considérée non seulement victime de la société de son siècle, mais également de celui de l'écrivain, étant donné que sa sincérité, valeur en théorie fondamentale, au lieu d'être reconnue et glorifiée, passe pour un indice d'invraisemblabilité, et donc pour une lacune de l'écrivain. Eh bien, monsieur, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donnent la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour, et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse, et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, ou si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je prends, je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande 1000 pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi, aimez-moi encore, si vous pouvez. Ayez pitié de moi vous-même, madame, j'en suis digne, et pardonnez si, dans les premiers moments d'une affliction aussi violente que la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qui ait jamais eu de femme au monde. Mais aussi, je me trouve le plus malheureux homme qui n'ait jamais été.